Euh, merci d'être présent pour discuter de ce qui se passe, des discussions qu'il peut y avoir en ce moment sur les évolutions législatives sur la fin de vie en France. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a demandé à ce qu'il y ait une nouvelle législation qui se mette en place avant la fin de l'été. Et comme on l'a bien fait remarquer, la fin de l'été, c'est le 21 septembre ou le 22 septembre. Donc, en gros, il doit se passer des choses d'ici fin septembre et plusieurs membres du gouvernement, en particulier, sont à pied d'œuvre avec quelques élus. Mais même si on entend parler de ce débat dans les journaux, même si on voit des positions d'un côté ou de l'autre, c'est pas toujours clair. Déjà, l'état des lieux, quel est l'état de la fin de vie en France et comment ça peut se passer, mais surtout aussi de qu'est-ce qui nous est proposé, puisque d'ailleurs, il devait y avoir un changement sémantique proposé par l'Académie française, et je n'ai pas encore vu cette évolution-là sur les termes, mais en tout cas, il y a des mots qui sont discutés, et derrière ces mots, il y a des évolutions législatives qu'on ne perçoit pas bien. Donc, la discussion d'aujourd'hui n'est pas un débat, tout le monde, parce qu'on a eu du mal à organiser un débat, à trouver des positions pour les deux côtés, mais en tout cas, au moins, on a demandé au professeur Carole Bouloc et au docteur Alexis Burneau de l'Institut Curie, tous les deux, de venir faire un point, d'une part sur la situation actuelle, sur quelles sont les discussions en cours actuellement, et aussi un point très important sur qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, et donc quels sont les modèles dont on pourrait s'approcher s'il devait y avoir une évolution législative. Voilà, tout simplement. Je vais arrêter mon petit tour. Je vous invite à rester branchés sur la SFC et à suivre nos prochains webinaires, puisque les webinaires continueront à la rentrée. Et pour aujourd'hui, je passe la parole à Carole dans un premier temps, puis Alexis. Merci beaucoup, Manuel. Je vais donc passer en mode diaporama. Et voici. Est-ce que c'est bon pour vous l'affichage? Pas encore. Est-ce que tu peux faire partager l'écran? Parce que je t'ai départagé tout à l'heure. Oui, mais je l'ai fait là. Non? Pour moi, ça s'affiche. Pas vous? Pas encore. Non, là, on arrive. Vas-y. Ok, alors je vais recommencer. Toc, je refais partage d'écran. Un participant, voilà, oui, on va faire un participant. Toc. Et du coup, je me remets là. Ah, ça Oui, commence. C'est bon. Ça commence, parfait. Ouais, donc j'avais mal. Voilà. Eh bien, diaporama et tout devrait être bon. Voilà. Merci beaucoup, cher président de la Société française du cancer, et merci beaucoup, Sophie, chère directrice. C'est vrai que c'est important de faire cette présentation sur ce thème. Je vous remercie aussi pour le titre. Quel projet de loi sur l'aide à mourir pour raison médicale? Parce qu'en effet, dans ce titre, on peut déjà noter qu'il y a quand même un effet d'annonce. Tu l'as souligné, Manuel, on va en parler, mais il y a une véritable volonté politique pour aboutir à ce projet de loi. Et il est vraiment temps pour nous de se projeter dans ce qui va se passer, dans cette évolution législative qui va déboucher sur une modification de nos pratiques soignantes. Et je pense que l'on soit pour ou contre, il est nécessaire au-delà de ça, de réfléchir ensemble sur l'organisation que l'on souhaite pouvoir mettre en place dans le domaine de l'oncologie en ce qui nous concerne, mais dans tout le domaine de la médecine. Et je pense que c'est maintenant que l'on peut éventuellement influencer la loi qui va être votée. Donc, je trouve très important que ce débat ait lieu maintenant. Je vais être sincère avec vous, je ne vais pas vous cacher mes réticences et mon appréhension sur la mise en place de l'aide à mourir pour raison médicale. Mais vraiment, et c'est une demande du président et de la directrice, ce soir, le discours n'est pas d'être militant, mais vraiment d'ouvrir, au-delà de ça, un dialogue entre nous pour savoir comment on peut s'organiser sur ce qui va se passer. Donc, je vais dans un premier temps aborder quelques repères éthiques
Donc, je vais essayer de parler pas plus de 20 minutes pour laisser du temps à Alexis, qui a des choses très importantes à vous dire aussi sur ce qui se passe dans les pays qui ont déjà légiféré. Donc, dans un premier temps, des repères éthiques. Dans un deuxième temps, le calendrier et les événements politiques, sachant que ce qui nous amène aujourd'hui, c'est quel projet de loi possible qui préserve les principes éthiques, l'intégrité professionnelle des soignants et la demande des Français. De tous les Français, puisque les sondages le montrent, même si les enquêtes auprès des patients confrontés à la fin de vie expriment un souhait peut-être moins fréquent que lorsqu'on interroge les Français bien portants, mais dans tous les cas, c'est une demande des Français. Donc peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, mais il y a eu une publication en décembre 2022 d'un rapport éthique sur la question suivante: donner la mort peut-il être considéré comme un soin? Et cette réflexion a été menée par 13 formations professionnelles, au sein duquel on retrouve la Société française du cancer, la Société française de gériatrie, de pédiatrie, de soins palliatifs pédiatriques, les comités nationaux professionnels de gériatrie, de soins infirmiers, la FNEAD, etc., etc. Et pour Unicancer, le groupe soins palliatifs. Et ça a été relayé dans les journaux avec, au mois de février, un article dans le Figaro qui annonce que c'est ce groupe de 13 organisations représentant 800 000 professionnels, dont près de 700 000 soignants, signe un texte pour dire que ce n'est pas un soin, que le fait de donner la mort ne peut être considéré comme un soin. Et c'est un avis qui est largement repris aussi dans Le Monde au mois de mars et dans La Croix au mois d'avril. Comment s'argumente cet avis? Bien, déjà en repartant de la définition de l'Académie de médecine sur le soin, ensemble de mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic, de traitement lui permettant d'améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. Il n'est pas question donc de donner la mort. La définition de la haute autorité de santé qui date de 2009, acte de soins, ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Et aussi dans le domaine des soins palliatifs, définition de l'OMS, procure le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n'entendent ni accélérer ni repousser la mort. Pareil pour le serment d'Hippocrate. Vous l'avez sans doute tous lu comme moi. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. À noter, sans vouloir polémiquer, ayant assisté à 2 thèses cette année, l'extrait du serment d'Hippocrate qui est maintenant lu dans les universités ne comprend plus cette phrase. À noter qu'il y a aussi dans le Code de la santé publique spécifiquement noté que le médecin accompagne un patient mourant, mais n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le code de déontologie des infirmiers et des infirmières. L'infirmier a le devoir d'aider le patient en fin de vie, de lui permettre d'accéder à des soins palliatifs si son état le requiert et si c'est son souhait, comme le dit la loi Kouchner de 1999, mais l'infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort. Donc, quel est le deuxième argument majeur sur cette question de donner la mort n'est pas un soin? Eh bien, c'est l'impact sur les soignants. C'est-à-dire que, certes, les Français, les patients peuvent demander, vouloir cette aide à mourir, mais ils le demandent à une tierce personne. Et on ne peut pas faire l'impasse de se balayer d'un revers de manche cet aspect qui est majeur, puisque pour obtenir et pour accéder à un éventuel droit auquel les Français veulent pouvoir disposer, eh bien, ça en passe par imposer une contrainte sur la liberté de personnel soignant. Car dans aucun des pays, et on va le revoir tout à l'heure, qui a déjà légalisé une forme de mort administrée,
il y a toujours un soignant qui participe à la réalisation de l'acte, à la prescription ou à l'évaluation de la demande. Et on peut, sur ce thème, rappeler l'avis du CCNE de 2013, qui, à cette époque-là, se prononçait défavorable à la législation d'une aide active à mourir, en spécifiant que donner la mort, même à une personne en fin de vie et même en respectant sa volonté, reste et demeurera toujours un acte d'une extrême gravité, et la société, lorsqu'elle s'en remet aux médecins de le faire, leur confie la tâche la plus lourde que l'on puisse concevoir. Je pense que c'est une phrase qui parle d'elle-même. Enfin, troisième impact éthique dans une loi qui autoriserait la mort administrée pour raison médicale, eh bien, c'est l'impact sur la société. Quoi qu'on en dise, on instaure un changement de la norme sur le mourir. C'est ce que montre l'augmentation régulière du taux de mort par l'aide à mourir dans les pays qui ont légiféré. Cette augmentation, d'ailleurs, se faisant à une vitesse différente selon les organisations qui ont été mises en place, et ça, Alexis nous l'expliquera, mais on voit bien que en Belgique, on est déjà à près de 15% de taux de décès par l'aide à mourir, ce qui est quand même considérable. Et je citerai aussi un deuxième impact sociétal qui est le message symboliquement très négatif sur le handicap et la dépendance. Si on est en situation de fin de vie, eh bien, le message implicite, bien sûr, pourrait être qu'il est préférable de se donner la mort. Et cela peut entraîner un risque de pression sur les personnes les plus vulnérables. Et je cite Marie de Henetzel, le jour où ce sera possible, il y a des gens très vulnérables et très âgés sur lesquels on ne manquera pas de faire pression lorsque les conditions économiques ne leur permettront plus d'avoir une vie considérée comme digne. Donc, tous ces points, c'est très important car ça doit nous servir de repère essentiel pour la réflexion sur comment constituer une éventuelle loi permettant l'aide à mourir pour raison médicale en France. Alors, comment maintenant, dans cette deuxième partie, je vais aborder la question politique, balayer un petit peu le calendrier assez fou qu'on a vécu cette année sur l'accélération des démarches politiques. Tout ça commence par l'avis 139 du CCNE en date du 13 septembre et qui ouvre la voie pour une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Il faut bien préciser que le CCNE avait quand même mis des précautions et en particulier rappelé l'importance de renforcer les soins palliatifs comme condition nécessaire à toute évolution législative. Immédiatement après cette annonce du CCNE, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron ouvrant le lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie, dans le but de déboucher sur un nouveau cadre légal d'ici à la fin de l'année prochaine. Et dès le 9 décembre 2022, Elisabeth Borne faisait le discours d'ouverture de cette convention citoyenne en leur posant la question suivante. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté à toutes les situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Sans vouloir polémiquer, cette question est extrêmement construite de manière à ce que la réponse soit automatiquement non, le cas de la fin de vie n'est pas adapté, parce que de toute façon, jamais aucune loi ne permettra de répondre à toutes les situations. Et donc, si on répond non, on a envie de répondre oui sur d'éventuels changements. La Convention citoyenne a rendu son rapport le 3 avril, dans lequel 189 Français représentatifs de la population générale ont voté, et 75% sont en faveur d'une aide active à mourir, en précisant qu'il faut y associer le suicide assisté. Tout le monde est d'accord, l'euthanasie un peu moins sont d'accord. 22% tout de même ont déclaré que l'aide active à mourir
doit faire l'objet d'un parcours d'accompagnement sans condition médicale ou d'âge, ce qui est tout à fait énorme. Et 78% se sont quand même manifestés pour dire qu'il devrait y avoir une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaitent pas participer à la procédure de la réalisation de l'acte. Ça fait quand même 22% qui ne sont pas d'accord. Le CESE, le Conseil économique et social, environnemental, économique et social, enfin dans l'autre sens, s'est prononcé le 9 mai pour déclarer également une volonté forte pour l'aide active à mourir, dans un sens qui nous paraît aussi aller assez loin, puisqu'il l'évoque même dans ces 13 résolutions. L'une d'entre elles prévoit de pouvoir inscrire dans les directives anticipées l'expression par la personne concernée de son choix du type d'accompagnement, suicide assisté ou euthanasie, selon les modalités d'accès prévues par la loi. Donc ça, on va voir que c'est quand même assez dangereux. Et il prévoit aussi le droit au suicide assisté, enfin il propose, il préconise en tout cas, le droit au suicide assisté ou l'euthanasie pour les personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques insupportables et inapaisables. Alors, moins connu, mais quand même intéressant à citer, c'est l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins du 1er avril 2023, qui déclare être défavorable à toute possibilité de mettre en place une procédure d'aide active à mourir pour les mineurs et les personnes hors d'état de manifester leur volonté. Donc là, il y a quand même une grosse warning qui est clairement exprimée et qui évoque que si la loi vient à changer vers une légalisation d'une aide active à mourir, le Conseil de l'Ordre est défavorable à la participation d'un médecin à l'euthanasie et expose des conditions précises pour la participation éventuelle au suicide assisté, dont les principales sont que le médecin doit être le professionnel qui recueille la demande, l'évaluation et la décision d'éligibilité devraient au mieux être portées par une commission, par un groupe, par une collégialité, et qu'ils sont défavorables à la participation active du médecin lors de la prise du produit létal, et que le médecin devra être protégé, bien entendu, par la loi dans le cas où il participe à cette procédure. Ce groupe est porté par Dr Anne-Marie Trarieux, responsable de la commission éthique du CNO. Alors, le gouvernement, lui, il n'a pas molli. Hein. Vous savez que Agnès Firmin-Lebaudot est très motivée et affiche toujours une volonté très claire d'aller jusqu'au bout pour le vote de cette loi. Donc, de nombreuses commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui a déjà publié son rapport, celle du Sénat est en attente. Elle a aussi lancé la rénovation de l'instruction sur les soins palliatifs qui va paraître aussi incessamment sous peu, pour lequel nous avons été sollicités. Le rapport de la Cour des comptes est sur le point également d'être publié. Elle a fait de nombreuses visites à l'étranger et dans l'Hexagone, mais on n'a pas beaucoup de rapports et on les a demandés et on ne va pas tarder à les avoir. Elle a saisi la Conférence nationale en santé et comme le disait tout à l'heure Manuel, Éric Orsena de l'Académie française est en train aussi de mener un groupe de travail, notamment sur le plan lexical, sur la fin de vie, et son rapport est prévu pour juillet 2023. Alors, pour vous parler plus précisément de ce qui se passe actuellement avec Agnès Firmin-Lebaudot, elle est en train, depuis début juin, de solliciter un groupe de travail qui réunit les différentes sociétés professionnelles savantes dont fait partie la Société française du cancer. Et donc, à la demande de Manuel, je représente la Société française du cancer dans ces réunions. Mais pour vous donner un exemple de l'agenda qui nous a été attribué lors de la première réunion, vous voyez que la ministre, Madame Firmin-Lebaudot, nous sollicite sur des aspects assez techniques, comment on évalue le discernement, comment on évalue le pronostic vital, comment on évalue le niveau de souffrance, comment s'assurer de la collégialité, comment porter la clause de conscience. Des questions aussi sur la place des professionnels dans la réalisation de l'acte. Quelle responsabilité du médecin effective quand c'est par ingestion ou quand c'est par administration intraveineuse,
quelle solution pour une personne en incapacité d'ingérer et quel autre risque pour les professionnels de santé impliqués dans une procédure d'AMM. Donc, pour finir cette première partie, je dirais que ce qu'il ressort de cet étayage éthique et de ce contexte politique, c'est que pour l'instant, le cadre, le trépied ou les éléments fondamentaux qui nous sont, les 4 éléments fondamentaux qui nous ont un peu fixés comme étant incontournables par le ministère qui porte la loi, hein, c'est eux qui vont écrire la loi et la déposer. Alors, au plus tôt, à la fin de l'été, comme l'a dit Ménuel, mais en tout cas, c'est eux qui vont l'écrire et ils ont fixé comme règle intangible que cela concerne des patients en situation d'incurabilité, mais avec un pronostic engagé à moyen terme, que cela concerne des patients doués de discernement, que cela exclut les mineurs et que cela exclut les patients ayant uniquement, entre guillemets, des pathologies psychologiques ou psychiatriques, et que cela exclut la procédure d'écrire dans des directives anticipées alors qu'on est conscient qu'on veut une aide active à mourir en fin de vie, alors que, et ça vise les patients âgés déments, alors qu'en situation de fin de vie, on est dément et qu'on ne peut plus avoir l'avis du patient sur son souhait, le maintien de son souhait de l'aide active à mourir. Donc ça, les gériatres ont posé 4 fois la question et la ministre a bien répondu que ça serait exclu. Ce que nous, on essaye de proposer pour s'infiltrer dans ce cadre, c'est de dire que l'acte médical de l'aide à mourir doit être stipulé comme n'étant pas un soin. Et il y a apparemment des précédents sur cette question, qui est un précédent, et notamment celui du médecin qui signe l'hospitalisation d'office en psychiatrie. Donc, c'est un acte médical, mais ce n'est pas considéré comme un soin. Donc, c'est quelque chose de juridiquement, techniquement possible. Nous, ce l'on essaye vraiment de demander et de soutenir, c'est que cette réalisation de l'aide à mourir soit soutenue et portée par une structure indépendante des circuits dits curatifs, curato-palliatifs, mais des circuits de soins classiques. Et que donc, ça sous-entend que dans cette structure sont intégrés des médecins et des soignants volontaires, ce qui, à nouveau, sous-entend qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la clause de conscience, puisque ce devoir de participer à l'aide active à mourir n'incombe pas à tous les médecins, mais est réalisé par des soignants volontaires. Et là, évidemment, ça fait référence au modèle suisse, puisque ces associations sont portées par des soignants et des professionnels non soignants volontaires. Ce qu'on essaye aussi, notre cheval de bataille, c'est sur la procédure d'évaluation qui doit être pluriprofessionnelle et la décision portée par une commission avec éventuellement une présidence par un magistrat. Mais je pense qu'on pourra peut-être reprendre tous ces éléments à l'issue de la discussion que j'espère qu'on va avoir après la présentation d'Alexis. Voilà. Je départage. Merci, Carole. On va peut-être enchaîner directement avec Alexis pour discuter après. Alors, je suis en train de partager mon écran. Arrêtez le partage. Tac. Voilà. On voit ton écran, Alexis. C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais essayer de balayer un petit peu les évolutions législatives. On ne t'entend pas super bien. Essaye juste l'autre micro pour voir si l'autre micro on entend mieux. Est-ce que c'est mieux là si je parle comme ça? Oui. OK. Donc, j'essaye de balayer un peu avec vous l'évolution législative à l'étranger. Je ne peux pas être exhaustif compte tenu du temps, mais on va essayer de voir un petit peu ensemble. Donc, alors, en revanche, je n'arrive pas à partager. Ah, c'est voilà. Comme l'a dit tout à l'heure Carole,
à l'étranger, il y a donc deux législations possibles selon les pays, soit une législation qui permet l'acte d'euthanasie, c'est-à-dire de faire mourir quelqu'un avec l'aide d'un soignant qui injecte dans les veines un produit létal, soit avec un système de suicide assisté qui donc permet de remettre au patient un produit létal qui s'administre lui-même féroce et qui s'administre en poussant la molette d'une perfusion qu'on lui réalise. Dans les deux cas, c'est une forme de suicide puisque le patient choisit le jour et l'heure de sa mort. Donc, c'est important de voir quand même cette différence de législation parce que vous allez voir, l'évolution n'est pas la même, donc c'est assez intéressant de les comparer par modèle. Donc, globalement, ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'euthanasie a été légalisée en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada et tout récemment en Espagne, alors que le suicide assisté existe depuis assez longtemps en Suisse, aux États-Unis, en particulier dans l'État d'Oregon, et puis tout récemment en Autriche et en Italie. Alors, si on regarde un peu les pays qui ont légalisé l'euthanasie, on peut commencer par la Belgique. La Belgique, c'est donc le pays qui fait l'objet très régulièrement de comparaisons avec la France et qui est le modèle, j'allais dire, un peu regardé, souhaité par un certain nombre de personnes qui souhaitent une légalisation. Donc, c'est en 2002 que l'euthanasie a été dépénalisée. Il n'y a pas eu de pénalisation du suicide assisté non plus. Donc, en fait, c'est aussi possible, même si c'est l'euthanasie qui a plus de 99% largement utilisé. Il y a une commission de contrôle qui juge a posteriori les actes d'euthanasie pour voir s'ils rentrent dans les conditions établies par la loi. Ces conditions étant que, initialement, c'était pour les patients qui se trouvaient en fin de vie, adultes, sans pression extérieure, capables de discernement et souffrant d'une maladie incurable qui provoque une souffrance physique et psychologique insupportable, constante, qui ne peut être apaisée, avec une procédure qui est un médecin qui puisse voir 2 fois le patient, qu'il puisse y avoir l'avis d'un deuxième médecin, et ça s'arrêtait là. Ensuite, en 2014, il y a eu une extension aux enfants sans limite d'âge, et puis progressivement des extensions aux polypathologies et aux maladies psychiatriques, ce qui fait que, par exemple, en 2022, vous avez une jeune fille de 23 ans atteinte d'une maladie, d'une dépression depuis 5 ans, une dépression très sévère, réfractaire, qui a pu bénéficier d'une euthanasie. Et donc, il y a eu les conditions pour pouvoir obtenir une euthanasie qui ont été un petit peu décalées, puisqu'on se retrouvait maintenant avec des patients qui n'étaient plus en fin de vie, mais avec même un pronostic parfois supérieur à 1 an. Et donc, si la personne se retrouve avec un pronostic supérieur à 1 an, eh bien, pour que l'euthanasie puisse être réalisée, il faut qu'il y ait l'avis d'un psychiatre en plus des 2 autres médecins. Vous avez en 2015 le New England Journal of Medicine qui évalue le fait que des euthanasies non déclarées correspondraient encore à 1/3 des euthanasies. Et puis, plus récemment, il y a un comité qui s'est penché sur les cas des fatigués de vivre, c'est-à-dire les gens qui souhaitent l'euthanasie pour vie accomplie, en général parce qu'ils sont âgés. Et en fait, maintenant, ça a été possible par le terme de polypathologie liée à l'âge, comme on verra dans d'autres pays. Donc, vous voyez la courbe des euthanasies, qui est une courbe qui augmente à peu près entre 9 et 15% par an pour correspondre à 2,5% des décès cette année, avec un peu moins de 3000 euthanasies. La commission de contrôle qui relève a posteriori a donc, sur les 27 000 dossiers, fait appel au procureur sur un dossier. Comment se passent les euthanasies en Belgique? Elles ont lieu dans 50% des cas à domicile, avec le plus souvent l'aide du médecin généraliste qui fait l'injection létale, dont 30% à l'hôpital, sur les 2 sur le mode rendez-vous, si vous voulez, organisé. Il peut y en avoir en unité de soins palliatifs, puisqu'il y a des équipes
de soins palliatifs qui réalisent l'acte, donc c'est 3% de ces euthanasies, et puis 17% en EHPAD. Le motif principal, c'est une maladie cancer en phase avancée, dans près de 2 tiers des cas. Il y a aussi des pathologies multiples, neurologiques dans 8%, notamment les maladies neurologiques dégénératives, avec 1 tiers des polypathologies qui ont un pronostic supérieur à 1 an. L'âge moyen des patients, enfin 70% des patients étaient âgés de plus de 70 ans et 40% de plus de 80 ans. Et cette année, il n'y a pas d'enfant qui a été déclaré à la commission pour euthanasie. Il y a aussi la possibilité pour les patients inconscients, ce qui a été déclaré sur un faible pourcentage. Comment l'administration se fait? Elle se fait avec un produit qui décontracte, puis endort, puis c'est-à-dire une vasothésépine, ensuite on met du propofol jusqu'à ce que la personne s'endorme complètement et parfois ait un arrêt respiratoire, et puis un curare est injecté et le produit d'injection se fait après ultime confirmation verbale du patient avec un décès qui arrive en général en 3 à 4 minutes. Le généraliste fait le geste dans à peu près 60% des cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette demande? Vous avez notamment le professeur François Damas qui a été auditionné plusieurs fois, et notamment à l'Assemblée nationale, et qui dit que c'est un mode intéressant, c'est un droit à demander l'euthanasie qui a été mis en place. Le patient choisit sa fin de vie, décide pour lui-même. Donc, on est dans le cadre d'une autonomie. La majorité des demandes n'aboutissent pas à l'acte. Il y a des rencontres et des consultations et des accords du médecin qui n'aboutissent pas forcément à la mort programmée. Il dit qu'il y a un effet anxiolytique évident de savoir qu'il y a cette possibilité-là pour les patients qui sont malades. Lui dit qu'il n'y a pas d'opposition avec les soins palliatifs. Il faut essayer de comprendre ça comme compatible. Ça permet de choisir le jour et l'heure, et ça permet aussi d'organiser des rites, des retrouvailles. Et donc, à partir du moment où on choisit le jour et l'heure, eh bien, on peut, à domicile, à l'hôpital, organiser quelque chose de l'ordre de cérémonie. Les proches peuvent être là, se retirer au moment de l'acte ou rester. Et donc, c'est considéré comme une décision du malade avec un consentement du médecin. Aux Pays-Bas, la légalisation s'est faite aussi en 2002, mais avec une ouverture aux enfants de plus de 12 ans. Depuis, il y a eu une extension des autorisations d'actes d'euthanasie, extension aux maladies psychiatriques, dont 50% pour dépression, ouverture aux personnes en démence avancée, avec une croissance qui est assez exceptionnelle et exponentielle, pardon, quand vous voyez la courbe. Et actuellement, il y a une proposition de loi qui n'a pas été votée, mais qui propose que toute personne de plus de 75 ans, quelle que soit sa situation médicale, puisse avoir une euthanasie selon, j'allais dire, le motif de vie accomplie ou vie achevée. Donc, aux Pays-Bas, on a un taux de mort par euthanasie qui correspond maintenant à 4,6% des décès et à parfois 15% dans certains cantons. Pour ce qui est du Canada, donc autre pays où il y a une législation sur l'euthanasie, celle-ci a été dépénalisée en 2016. Elle est considérée comme un soin de fin de vie et donc peut s'inscrire dans la prolongation des actes de soins réalisés par le médecin généraliste, par d'autres médecins ou par les équipes de soins palliatifs, avec une restriction de type un peu exception d'euthanasie à l'ouverture, et qui a conduit à des législations successives permettant d'autoriser l'acte d'euthanasie à d'autres personnes. En fait, les associations pro-euthanasie, pro-suicide, que sont les associations droit de mourir dans la dignité de ces différents pays, en fait, demandent à ce qu'il y ait des législations supplémentaires au motif qu'il y a une discrimination, que certains puissent bénéficier d'euthanasie et pas d'autres. C'est ainsi qu'en mai 2022, il y a eu une extension du droit de l'acte d'euthanasie aux personnes handicapées. Au début, c'était aux personnes handicapées de maladies neurologiques invalidantes. Et puis, la DMD Canada a fait retirer le mot neurologique invalidant. Donc maintenant, c'est possible pour toute personne handicapée. En mars 2023, ça devait être étendu aux maladies psychiatriques. Et il y a eu une réaction des psychiatres assez forte au Canada
qui a fait que le texte de loi est repoussé en 2024 pour son nouvel examen. En mars 2021, on a supprimé le critère de mort raisonnablement prévisible pour laisser les maladies incurables avec une situation intolérable vécue par le patient. Vous voyez qu'il y a une progression au Canada qui est assez exponentielle et qui est, oui, assez rapide, avec une multiplication par 10 en 5 ans, sur un motif qui est toujours le cancer en première raison, avec les médecins généralistes qui sont les principaux acteurs de cette aide active à mourir. Au Canada, au Québec, on a une progression qui est beaucoup plus rapide, avec 51% d'augmentation en un an, et avec maintenant certains infirmiers qui ont le droit de pratiquer l'injection létale avec les mêmes produits que ceux qu'on a vus en Belgique. Le Canada est un exemple où il y a une législation qui s'élargit très vite avec des demandes supplémentaires acceptées par la population sur des critères plus larges chaque année. Vous avez aussi les Canadiens qui accompagnent aussi les enfants dont un des parents va être euthanasié dans les prochains jours, avec des documents comme celui-ci qui permettent d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'aide active à mourir et pourquoi on va donner des médicaments, quels vont être les effets des médicaments sur leur père ou leur mère qui va s'endormir puis mourir. Et donc, on leur propose de participer, d'être présents à ce moment-là. Donc, ils peuvent remplir un document qui leur permette de savoir si oui ou non ils veulent être présents à ce moment-là, s'ils veulent être chez eux, s'ils veulent être dans une pièce à côté, s'ils veulent avoir un contact avec l'un de leurs parents avec un WhatsApp, s'ils veulent être présents, est-ce qu'ils veulent venir avec un objet, leur doudou ou autre, et ensuite s'ils veulent revenir au chevet de leurs parents décédés. Vous avez aussi une pratique qui est un peu récente maintenant, c'est l'ouverture de l'aide active à mourir directement en chambre funéraire avec une location de 700 € qui permet donc de réserver une salle pendant 1 à 2 heures où l'on choisit la décoration. On peut faire venir donc des invités, on peut lui faire un rite. Donc à la fin, l'infirmière et le médecin rentrent et donc viennent faire l'injection létale sur le fauteuil que vous voyez là, après avoir confirmé auprès du patient qu'il est toujours OK. Et les personnes qui le souhaitent peuvent rester, et donc ce fauteuil ensuite peut se mettre en position à 120 degrés allongé pour 3 minutes plus tard permettre la présentation du corps pour ceux qui le souhaitent. Donc là, je vous ai montré le modèle euthanasie. Sur le modèle suicide assisté, eh bien, un des pionniers, c'est celui des États-Unis avec l'Oregon en 1994, donc qui est resté le seul État pendant de très nombreuses années, qui permettait de délivrer une ordonnance pour se procurer un kit contenant opiacés, barbiturique, digoxine et amitriptyline, permettant donc d'avaler un produit qui fait mourir en moyenne en 30 minutes, mais parfois en plusieurs heures. Le patient doit donc rencontrer un médecin et se retrouver dans une situation d'une maladie incurable avec un pronostic inférieur à 6 mois. Donc, il a la délivrance il a une ordonnance, il va se procurer le produit et le ramène chez lui et l'utilise ou ne l'utilise pas. Aujourd'hui, en 2021, on avait 238 suicides assistés dans cet état de l'Oregon, ce qui correspondait à 0,6% des décès. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un effet anxiolytique à pouvoir avoir le produit, j'allais dire, dans la poche, ou la possibilité de l'avoir, puisque 35% des patients ne viennent pas chercher le produit à la pharmacie, et 30% de ceux qui rentrent chez eux avec le produit ne l'utilisent pas, soit ils meurent avant, soit ils ne l'utilisent pas. Le cancer reste le motif numéro 1 comme pathologie. 80% des gens ont plus de 65 ans. Les motifs, donc c'est un des pays qui a, c'est un des États qui a regardé quelles étaient les raisons de vouloir se procurer de ce produit. Et donc la raison numéro 1, c'est la perte d'autonomie, puis la perte d'activité agréable, la sensation de perte de dignité, 67%,
et des douleurs insuffisamment soulagées dans 27% des cas. 95% des actes d'euthanasie ont lieu au domicile. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez juste la Californie aujourd'hui, qui est un des États qui permet, comme l'Oregon, de se suicide assisté, ben vous voyez qu'en fait, les actes de suicide assisté augmentent de manière beaucoup moins rapidement que les actes d'euthanasie, puisque aujourd'hui, les actes de suicide assisté, ça reste 0,6% des décès, alors que c'est 5, 6 ou parfois 7% pour le Québec avec l'euthanasie. En Autriche, il y a une dépénalisation récente du suicide assisté avec j'allais dire, une procédure qui est beaucoup plus longue, avec un délai qui est assez long entre la demande et le produit délivré, avec pareil le patient qui ramène le produit chez lui, il doit passer aussi devant le notaire et il a l'obligation de passer devant un spécialiste de médecine palliative. En Suisse, c'est une dépénalisation, du moins une tolérance, parce qu'en fait, en Suisse, l'aide au suicide est punie si elle est faite pour un mobile égoïste. Donc, si elle est faite pour un mobile qui n'est pas égoïste, eh bien, il est possible d'aider quelqu'un au suicide. Donc, c'est une tolérance qui existe depuis très longtemps. L'euthanasie reste un crime punissable et donc c'est un acte qui est fait par les associations. Il n'y a pas de médecin présent au moment de l'acte, même s'il y a quand même un médecin qui participe à la délivrance du produit, puisqu'il y a à la délivrance du produit, à la prescription, puisqu'il y a étude du dossier. C'est généré par des associations comme Exit ou Dignitas. Seul Dignitas accepte des étrangers pour la somme de 10 000 euros. Pour vous donner un ordre d'exemple, l'année dernière, il y a eu à peu près 45 Français, entre 45 et 50 Français, qui sont venus donc de France pour être suicidés en Suisse. C'est notamment le cas de M. Godard le 13 septembre 2022. Il y a de très nombreux Suisses qui sont membres des associations, puisque l'association Exit compte 154 000 membres. Les actes de suicide assistés donc en Suisse correspondent à 1,7% des décès. Vous voyez, après des dizaines d'années de législation, avec un taux qui augmente progressivement, mais qui n'augmente pas beaucoup. Les conditions, il faut être majeur, capable de discernement, être atteint soit d'une maladie incurable, soit de souffrance intolérable, soit de polypathologie invalidante liée à l'âge. C'était le cas, par exemple, de M. Godard, qui n'était pas en fin de vie, qui n'avait pas de maladie grave, mais qui a pu être aidé dans son suicide en raison de sommes de problèmes liés à l'âge, que peuvent être des douleurs diffuses, des troubles de la marche, de l'audition, de la vue, etc. Domicile dans 76% des cas, maladie cancer numéro 1. Donc on donne du phénobarbital liquide qui est absorbé ou autodélivré en poussant la perfusion. C'est le malade lui-même qui absorbe le produit ou qui pousse la molette d'une perfusion qui a été mise de molette fermée. Je termine un peu ce passage rapide, donc pour vous montrer que dans ces pays-là, l'aide médicale à mourir, qu'elle soit par euthanasie ou suicide assisté, a été mise en place dans un but de favoriser le respect de la volonté d'une personne capable, donc dans le cadre de son autodétermination, afin d'assurer sa volonté, que la maladie cancer reste la pathologie dominante des personnes qui ont recours à cette aide médicale à mourir, de ce suicide. Les raisons invoquées sont le plus souvent la perte d'autonomie et notamment la perte de sensation d'être un poids pour les proches. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, eh bien, on a une croissance exponentielle des demandes, c'est-à-dire qu'il y a un effet, j'allais dire, un petit peu contagieux, avec un curseur du nombre de demandes qui évolue de manière assez exponentielle, alors que le côté suicide assisté est plus stable, avec une différence, vous avez vu, pour d'un pays à l'autre, entre le fait de devoir voir un produit devant un bénévole, comme c'est le cas de la Suisse, de pouvoir ramener chez soi le produit et le prendre ou ne pas le prendre comme on souhaite. On voit donc qu'il y a une application médicale qui est différente selon les législations. L'euthanasie est nommée comme un soin dans certains pays. Il y a un effet anxiolytique assez évident. Le fait de savoir que c'est possible, le fait de savoir que l'on a un produit chez soi, il peut rassurer le fait de savoir qu'on peut mettre stop
aux difficultés que l'on ressent. On le voit en particulier dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Il y a une perte de contrôle évidente. Il y a un certain nombre de… Je ne vous ai pas lu tous les articles de presse ni les réactions des communautés européennes, mais il y a eu des alertes, en particulier aux Pays-Bas et au Canada, pour dire combien finalement il y a une certaine perte de contrôle, puisqu'il y a des euthanasies qui sont très croissantes. Et donc, il y a une difficulté de mettre un curseur pour juger de ce qui est acceptable ou pas comme raison d'acte d'euthanasie, et qui est un sujet qui nous incombe aussi aujourd'hui dans notre projet législatif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Carole. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Ou pas le chat d'ailleurs, parce qu'il est passé. Oui, dans la discussion. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions. Vous pouvez participer, bien au contraire, vous êtes encouragés à cela. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter, Alexis ou Carole, non pas forcément avec des médecins ou des soignants bénévoles qui pratiquent l'euthanasie, mais plutôt justement les oncologues de ces pays-là? Et comment ça se passe dans leur relation avec le patient? Parce qu'on a vu, là, tu nous as montré, c'est souvent le cancer qui est le premier pourvoyeur justement de ces demandes-là. Et donc, dans la relation entre le médecin et l'oncologue, comment ça se passe? Est-ce que tu as des retours d'expérience? Alors, on a eu l'occasion d'avoir un webinaire avec des médecins belges. Et puis, moi, j'ai eu récemment une patiente qui était franco-belge et qui avait eu un oncologue en Belgique. Et ben, en fait, il y a des oncologues qui sont d'accord et des oncologues qui ne sont pas d'accord de faire le geste. Et pour l'oncologue qui est d'accord, j'allais dire l'argument avancé et de dire qu'ils sont là jusqu'au bout de la prise en charge, qu'ils ne veulent pas se défiler et qu'ils consentent à une demande d'un patient qui se retrouve dans une situation légale. Après, des personnes nous ont fait part de leur très grand malaise lors de leur première injection, avec des histoires très difficiles, d'autres qui ont aussi raconté que dans le temps, c'est devenu plus acceptable pour eux. Et tu sais, est-ce que tu as vu ce que c'est la discussion, mais à quel moment de la relation médecin-patient cette question se pose? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont plutôt à demander dans les toutes premières consultations, j'ai un cancer grave, je vais donc en mourir un jour ou l'autre. Est-ce que vous pratiquez l'euthanasie? Est-ce que ça vient dans la discussion rapidement? Ou est-ce que ça vient vers la fin, justement, quand on arrive à la dernière chimio, entre guillemets? Ou est-ce que c'est quelque chose de fluctuant, justement, pendant la relation, avec tantôt des demandes, tantôt ils se retirent? Il faut savoir, par exemple, qu'en Belgique et au Canada, mais même aussi aux Pays-Bas, c'est complètement ancré dans le cerveau et la conscience de la population. Tout le monde sait absolument la législation. Pour vous donner un exemple, quand on va à la mairie en Belgique, eh ben, vous avez un service état civil. Il y a mariage, décès, euthanasie. Ah, donc, ça fait partie des prospectus. Pas des prospectus, pardon, c'est partie de l'orientation. Et il y a aussi un guichet où on peut s'informer sur le sujet. Au Canada, par exemple, vous avez des services qui ont, j'allais dire, des feuilles de directives anticipées ou des feuilles de projet de soins du patient, et on coche soins palliatifs jusqu'au bout ou euthanasie. Donc, c'est quand même une discussion qui est devenue assez, dans un discours, j'allais dire, je ne sais pas si banaliser le mot, mais en tout cas un discours un peu habituel maintenant. 2002, ça fait quand même 21 ans pour les Belges. J'avais entendu l'expérience de quelqu'un qui m'avait raconté ça pour un de ses proches qui était aux Pays-Bas. Donc, il y avait une demande pour une raison, un suivi avec son médecin généraliste, et à la fin de cette procédure qui a duré plusieurs mois de discussion, de consultations répétées, au moment finalement de passer à l'acte, la personne fait « Bon, finalement, j'ai changé d'avis, là, j'ai plus envie, je reviens vers vous si je rechange d'avis. » Et le médecin a dit bah non, vous ne revenez pas vers moi si vous changez d'avis. C'est-à-dire que ça a été un vrai processus pour moi, ça n'a pas été évident de cheminer avec vous, de me dire que
qu'on allait y procéder après tout le temps où on s'est connus. Moi, il me faut du temps aussi pour me reconstruire psychiquement, donc il faut que je réfléchisse aussi. Et donc, on en rediscute, mais ce n'est pas comme ça quand on veut. Donc, c'est ça la question que je me posais effectivement sur comment ça se passe pour eux, pour le suivi longitudinal, pour la relation et comment se crée la relation. Et comment ça se passe et au sein des institutions, vu que tu me dis il y a des médecins qui pratiquent, d'autres qui ne pratiquent pas, il y a une homogénéité au sein des services, des directives, comment ça se passe? Au Canada, dans le même service, il y a des gens qui vont pratiquer, d'autres qui ne pratiquent pas? Au Canada, il y avait au départ un accord un peu général des médecins à pouvoir faire l'acte. Et aujourd'hui, il y a très peu de médecins qui font pas très peu de médecins. Il y a beaucoup moins de médecins qui font l'acte, mais on estime à un peu moins de 1,5% des médecins qui acceptent de faire l'acte. Donc il y avait, j'allais dire, un accord un peu général de principe au départ. Et en fait, la réalité pratique de l'acte de faire mourir a refroidi pas mal de personnes. Et aujourd'hui, de ce que je comprends des échanges qu'on avait pu avoir et des publications, il est plus difficile de trouver des gens qui font l'acte. Voilà un peu ce que je sais. Ouais. Ma question était même en fait au sein d'une équipe, parce que déjà que au sein d'une même équipe, quand les pratiques ne sont pas exactement les mêmes, quand la vision de la médecine n'est pas exactement la même entre deux praticiens, ça peut créer des petites distensions. Si c'est sur une question aussi essentielle que celle-là et qu'il y a des positions totalement extrêmes, ça peut créer des vrais clivages au sein d'une équipe. C'est ça la question que je pose, voire même au sein d'un établissement. C'est ça. Alors, ça a été exactement ce que tu dis, a été présenté pour les Espagnols. Les Espagnols ont légalisé l'euthanasie, mais sans concertation avec les soignants. Ils n'ont absolument pas eu le temps de réfléchir, parce que nous, ça fait quand même quelques mois qu'on est dessus, puis on a eu des législations en France en 99, en 2005, en 2016. Les Espagnols Comme les Portugais. Les Portugais viennent de légiférer à l'instant, il y a quelques semaines, et ça a été fait extrêmement rapidement et en totale opposition avec les soignants qui n'ont pas du tout été écoutés. Du tout. Et là, ce qu'on nous a raconté donc, au congrès l'autre jour, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se sont retrouvées avec cette législation possible et des grandes distorsions au sein de la même équipe. Et ils racontent que ça a cassé beaucoup d'équipes de soins palliatifs. Et notamment, ils ont nommé des personnes qui étaient pas défavorables, qui auraient accepté de le faire pour certains de leurs patients, et qui se sont retrouvés finalement comme un des rares qui acceptait de le faire, et donc finalement le référent, parce qu'il n'était pas du tout l'accord du départ, avec des médecins qui auraient accepté d'aller jusqu'au bout de cette démarche avec leurs patients, mais pas d'aller comme ça avec un patient inconnu d'un de leurs confrères qui fait valoir sa clause de conscience et qui le rencontre le lendemain. Et puis, il raconte aussi qu'en étant pas défavorable, ils pouvaient aussi se retrouver dans une situation un peu stigmatisante de la part de leurs collègues qui ne le souhaitaient pas. Donc, dans les deux cas, il y a eu des stigmatisations qui ont généré des tensions importantes et qui sont encore très présentes. Carole, peut-être juste pour, au-delà de la question de qu'est-ce qui est le soin, est-ce que ça rentre dans le soin ou pas, mais qu'est-ce que tu vois, toi, comme crainte si demain il y avait une application effective de cela? C'est-à-dire, outre, là c'est un des exemples, c'est le risque de, enfin, l'un des risques que je vois, c'est le risque de clivage au sein d'un service ou d'une unité en tout cas, mais on pourrait nous répondre, mais ça va être temporaire, c'est le temps que ça se stabilise. On a connu ce genre de choses avec l'IVG avant et là, on va réussir à stabiliser. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre, toi? Quelles sont tes autres craintes? Tu en as suggéré quelques-unes déjà dans ton texte. Mais je dirais le risque d'une mauvaise médecine, parce que la demande de mort, pour moi, doit avant tout être considérée comme un symptôme. Et ça veut dire qu'il faut explorer, et ça rejoint la question qu'on vient de nous poser, comment s'assurer que dans un cas de dépression, du fait que la volonté qui s'exprime n'est pas celle du cadre de lecture de la dépression, c'est exactement ça, c'est une excellente question. Comment je peux m'assurer que le patient qui demande à mourir n'est pas en pleine dépression? Cette dépression qui peut être traitée par une relation soignante compétente, le soulagement de symptômes, le traitement antidépresseur, le soutien psychothérapeutique. Donc, c'est ça que je crains, c'est qu'on prenne au mot des patients qui expriment une demande à mourir, peut-être très sincèrement dans un temps donné, mais demande qui peut bien évidemment évoluer dans le temps.
Et c'est pour ça que toutes les études l'ont montré. Et le chiffre le plus criant, c'est que 90% des personnes interrogées se déclarent favorables à une loi sur l'euthanasie, mais à visée anxiolytique pour se rassurer. Et en réalité, quand on est en fin de vie, seulement quelques pourcents de gens le demandent. Donc ce décalage énorme de 90%, il faut bien essayer de le comprendre. Plus on est confronté à la situation, moins on a envie de mourir. Les neurologues, par exemple, le connaissent bien. Quand un patient a un accident traumatique et devient hémiplégique ou paraplégique, les 2 premiers mois, ils veulent tous se suicider. Et puis petit à petit, eh bien, la nature humaine étant ce qu'elle est, fort heureusement, il y a des phénomènes d'adaptation psychologique qui font qu'ils retrouvent un équilibre et ne veulent plus du tout mourir. Même les patients qui ont le locking syndrome, parce que quand on voit ça, on se dit que ça doit être pas possible de s'adapter à ce type de vie-là. Et beaucoup de ces patients-là disent qu'ils ne veulent pas mourir. Donc, c'est ça que je crains, c'est que on mette le coussin sur la tête de patients trop tôt, alors qu'en réalité, ils ne veulent pas vraiment mourir, mais justement, ils veulent nous adresser un appel à l'aide pour qu'on les écoute et qu'on les prenne mieux en charge, que ce soit les soignants, que ce soit les proches, parce que la fin de vie, ce n'est pas qu'une histoire de qualité de la prise en charge médicale, mais c'est aussi l'entourage. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, après on va pouvoir poser la question d'après, mais la question du proche est très intéressante. En fait, on pourrait faire toute une discussion autour de la question du proche, parce qu'il est ambivalent, ce proche. D'une part, il va soutenir effectivement le patient, et on le voit très bien, en fait, en oncologie, on le voit bien aussi, les patients, après, en privé ou même en présence du proche, vont nous dire qu'ils se sentent être un fardeau pour ce proche. Et il y a cette différentiel de sensibilité entre le proche qui soutient le souffrant et celui qui est malade, qui ne veut plus être un fardeau. Et je pense qu'il peut demander justement l'euthanasie, entre autres, pour justement soulager ses proches, sans que ce soit sa propre démarche. Et ça, c'est peut-être l'une des problématiques aussi. Est-ce qu'il y a des études, alors peut-être plus globalement, est-ce qu'il y a des études, des pratiques et connaissances actuelles chez les soignants et les patients de la loi actuelle permettant la sédation continue jusqu'au décès? Là, je pense qu'il doit y avoir des travaux autour de ça, des connaissances actuelles. Et même plus globalement, est-ce qu'il y a un observatoire finalement des pratiques de fin de vie? Tu sais? Oui, on sait, parce qu'avec Alexis, on a rencontré il n'y a pas très longtemps la présidente du Centre national de soins palliatifs et de fin de vie, Sarah Doshi. Et en effet, elles ont, avec Giovanna Marsico, fait une enquête auprès de la population générale, je crois 2000 personnes, pour leur demander leur point de vue sur l'aide active à mourir. Et donc, effectivement, ça redit que la majorité des Français sont favorables, mais leur connaissance de la loi actuelle sur la sédation profonde et continue, clairement, la réponse, c'est les gens ne connaissent pas la loi. Comme à chaque évolution. À chaque évolution législative, on refait un sondage et on remonte que la précédente loi n'était pas connue, mais qu'elle nouvelle, peut-être qu'elle sera mieux connue, mais non. C'est paradoxal de ne pas parler de la mort et tout en souhaitant massivement qu'il y ait une euthanasie. On a des citations, je vous encourage à lire dans le chat. Très jolie citation d'Éric Fiat. La demande est un désir qui se cherche car le besoin de ne plus avoir mal veut être satisfait. Le désir, pas vraiment, nous dit Éric Fiat. Une question, là c'est peut-être pour Alexis, qu'on a des données là-dessus, c'est est-ce que la montée exponentielle du nombre, alors l'exponentielle, effectivement, la courbe est très forte, c'est 2,5 en Belgique, mais est-ce que cette montée exponentielle du nombre d'euthanasies est corrélée à une réduction du nombre de suicides classiques? Alors, on a étudié cela et il y a un peu moins de suicides dans certains pays et un peu plus de suicides dans d'autres. Et donc, on n'arrive pas à en trouver des conclusions évidentes. Et si on regarde la Suisse ou si on regarde les États-Unis ou le Canada, on a l'impression que dans certains pays, finalement, l'acte de se suicider est associé à une certaine bravoure et associé à une certaine dignité, est une façon de mourir comme une autre. Et là où, dans d'autres endroits, peut-être que l'acte de suicide assisté a supplanté, en particulier chez les personnes âgées, de se suicider soi-même. Effectivement, ouais. Il y a une dimension de raptus dans le suicide classique, entre guillemets, d'un moment d'explosion et de passage à l'acte. Oui, les psychiatres disent que pour celui qui
qui est dans une crise suicidaire brutale, il ne va pas pouvoir entrer dans un processus où il doit rencontrer un médecin, puis un deuxième, attendre un certain temps, et il peut avoir d'ailleurs un passage de l'acte qui peut être très brutal sur le passage qu'on connaît de défenestration et autres. Et un élément de réponse, si tu permets, Manuel, complémentaire, même si ce n'est pas exactement la question, mais je voudrais citer une publication qui a été faite au congrès de la SFAP la semaine dernière sur le lien entre le désir d'euthanasie ou la position favorable à l'euthanasie et l'accompagnement de soins palliatifs. Cette enquête a été faite auprès de proches, 2000 proches ou peut-être un peu plus, et on constate que parmi les proches dont le patient a été suivi par une équipe de soins palliatifs, eh bien, la position favorable à l'euthanasie diminue d'un facteur 3 auprès de ses proches. Et lorsque cette durée de prise en charge par l'équipe de soins palliatifs augmente, eh bien, c'est proportionnel à la durée de prise en charge avec l'équipe de soins palliatifs. La baisse en faveur de l'euthanasie est proportionnelle à la durée de prise en charge du proche par l'équipe de soins palliatifs. Donc, je pense que effectivement, c'est ce qui nous inquiète aussi, c'est le deuxième point, c'est que l'euthanasie soit une mauvaise réponse aux difficultés de conditions d'accompagnement des patients en fin de vie et que les Français qui croient qu'ils vont gagner un droit vont beaucoup y perdre avec un gouvernement qui va peut-être trouver une solution un peu simple à cette demande qui est de renforcer les moyens dans l'accompagnement de la fin de vie. Eh ben, en se disant que s'il autorise l'aide active à mourir, quelque part, ça va pouvoir régler le problème. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ça va vers une société assez dure où la seule solution pour considérer qu'on va mourir dans de bonnes conditions, ça sera celle de demander l'aide active à mourir. Mais est-ce que si on disait que toute procédure comme ça doit passer nécessairement par une évaluation d'une équipe de soins palliatifs, tu ne forces pas à ce moment-là le gouvernement à mettre en place des équipes à soutenir la mise en place de soins palliatifs partout en France, parce que sinon, si pas de soins palliatifs possibles, pas non plus d'accès à l'euthanasie. Moi, oui et non. Alexis dit souvent qu'en Autriche, c'est ça, Alexis, ça a compliqué, ça a été fait. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une équipe de soins palliatifs qui évalue systématiquement au préalable ces demandes d'aide active à mourir médicale. Et en fait, ça a encombré les consultations de soins palliatifs par des consultations pas très utiles parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans une conviction inébranlable. En revanche, je pense que ce qu'il faudrait, et c'est ce qu'on essaye de faire, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Agnès Firmin-Lebaudot veut faire passer une loi qui a 2 volets, un sur l'aide active à mourir, un sur les soins palliatifs. Et du coup, on essaye de mettre dans la loi sur les soins palliatifs que tout service de spécialité confronté à la maladie grave doit avoir une démarche palliative précoce dans son centre, des réflexions collégiales sur la proportionnalité des traitements, une convention signée avec une équipe de soins palliatifs qui fait des consultations précoces et suivre ces indicateurs d'agressivité de soins en fin de vie que sont, pour les oncologues, par exemple, je mets un petit pavé dans la mare, le taux de chimiothérapie prescrit et administré dans le dernier mois de vie avant le décès. Donc ça, si on pouvait rendre obligatoire la démarche palliative précoce, alors oui, comme je pense que c'est le seul élément qui est préventif de la demande à mourir, les unités de soins palliatifs, elles vous le disent. Par exemple, Claire Fourcade, qui est présidente de la SFAP, elle a une unité de soins palliatifs et une équipe mobile de soins palliatifs. Elle dit que les patients qu'elle reçoit, s'ils ont été suivis par l'équipe de soins palliatifs, ben, la fin de vie, elle se passe bien, qu'il n'y a pas de souci, que la famille est au courant, qu'il y a, c'est triste évidemment, mais qu'il n'y a pas de souffrance et de demande d'euthanasie, alors que des patients qui ont été sous-accompagnés sur le plan des symptômes et du soutien psychologique, ils arrivent dans un tel état que ça peut provoquer ces demandes d'aide à mourir. Peut-être une dernière question sur le chat et après je te laisserai une mini conclusion, Carole, sur ce qu'on peut attendre des prochains mois. Donc Christophe Gattuso, je crois que Christophe est journaliste dans mes souvenirs. Et donc, vous êtes très réticent sur l'évolution de la loi vers une aide active à mourir. Pourquoi ce qui marche à l'étranger, en particulier en Belgique, ne serait pas adapté à la France et quels éléments permettent d'affirmer que la Belgique a fait fausse route? Je ne crois pas qu'on ait affirmé que la Belgique a fait fausse route.
Mais qu'est-ce que, Alexis ou Carole, qu'est-ce que moi, je veux bien dire un mot. Moi, je ne me permets pas de dire que la Belgique a fait fausse route. Je raconte ce que fait la Belgique. Ouais. Après, de dire que c'est un endroit où ça marche, je ne dirais pas non plus que ça marche. Je décris une situation. Ce que je comprends en regardant les pays qui ont légalisé, c'est qu'il y a, si vous voulez, une situation qui doit quand même être regardée à la loupe. C'est-à-dire que l'acte de faire mourir par euthanasie entraîne une modification de la loi sans cesse. Et donc, on voit bien qu'il y a un mode qui, au fil du temps, sera, j'allais dire, sans critères. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont pour, donc je n'y mets pas de critères de jugement. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Ce que je vois aussi, c'est que cette aide active à mourir, elle a un effet un peu contagieux dans la population, dans certains cantons. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser, est-ce que les gens la demandent sous une certaine pression sociale ou pas? Je vois bien, depuis 15 ans que j'exerce la médecine palliative, qu'on se retrouve avec des situations de personnes qui sont très, très vulnérables, qui peuvent souhaiter quelque chose et leur contraire quelques jours après. Et ce mode-là pousse, je le pense, à mourir plus vite. Et si vous voulez, le côté très exponentiel observé des cas d'euthanasie dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie plutôt que le suicide assisté m'interroge sur le futur et me fait que je suis un peu réticent. Après, c'est un choix de société, mais ça veut dire aussi qu'on se retrouve avec nous, médecins, devant une situation où, sur rendez-vous, on doit faire mourir des gens de plus en plus loin de leur mort naturelle, de moins en moins symptomatiques. J'ai rencontré des collègues belges que j'ai écoutés avec beaucoup de respect, qui me racontent le rendez-vous de gens qui viennent à pied, en marchant normalement, et qu'on installe dans un fauteuil et à qui on met un garrot, puis une aiguille dans le bras et on injecte un produit. Je dois dire que je trouve ça impressionnant par rapport à nos habitudes jusqu'à maintenant. Je n'en fais pas je sais qu'il y en a qui sont pour. Et voilà, cette évolution où la médecine ou le médecin doit faire ses actes sur demande m'inquiète dans son côté évolutif très rapide. On est loin de l'exception d'euthanasie de départ dans lequel on peut trouver un certain consensus général. Et donc je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé par le truc? Voilà pour la Belgique comme pour les autres. Tu peux oui, rajouter une dimension avant Carole, ouais. mais effectivement, ce que tu dis là, sur les points sur lesquels on peut assister, c'est que tu as bien montré l'évolution législative. Ce n'est pas un moment où on change une loi, mais vraiment, la loi est régulièrement. Si là, on a une loi comme ça, demain, il y aura bien sûr l'ouverture aux mineurs, comme c'est arrivé à un moment ou à un autre. C'est juste une question qui viendra après. Et la Convention citoyenne, c'était prononcé en majorité, même s'ils ont dit qu'effectivement, ils avaient beaucoup débattu, mais il y avait une légère majorité en faveur de l'ouverture également aux mineurs. Donc, il faut savoir qu'effectivement, c'est un premier pas avant des rediscussions autour de ça. Carole, je t'en prie. Juste pour compléter la réponse d'Alexis, je dirais à Monsieur Gattuso, et donc je serais ravie d'échanger avec vous si vous voulez pour poursuivre cette discussion, mais en 2 mots, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça marche à l'étranger? Si c'est l'augmentation du nombre de morts chaque année par l'aide active à mourir, ok, mais c'est une définition très comptable du succès. Est-ce que vous avez une idée de l'impact que ça a sur les soignants? Est-ce qu'il y a une enquête sérieuse qui a fait ce travail? Est-ce que vous avez une idée de l'effet que ça a sur les proches? Est-ce qu'il y a une enquête sérieuse sur ce thème? Non. Moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Il y a quelques rares trucs qui sont d'ailleurs assez préoccupants et ce n'est pas si simple que ça à vivre pour les proches. Donc, en plus des considérations de la vision d'une société solidaire que a très clairement expliqué Alexis, il faut peut-être qu'on attende. Alors, c'est vrai qu'il va falloir des années pour se rendre compte des dégâts que je pense que ça fait,
mais il sera alors peut-être trop tard. C'est ça notre problème, nous. Voilà, si Je vais on te laisser, attend. pardon, je vais te laisser conclure justement, Carole. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses conclure. Et justement, je vais te poser une question en même temps. Donc, ma question pour la conclusion, c'est, donc tu nous as montré l'agenda et les questions surtout qui étaient posées actuellement. Qu'est-ce qu'on peut attendre des prochains mois? Quel est en gros l'emploi du temps? Quelle est en gros la direction en quelques mots? Et en particulier, justement, là, tu soulignais qu'est-ce que ça donne chez les soignants, mais justement, ça peut être est-ce qu'il va y avoir un observatoire, un registre pour justement recueillir ces informations-là et essayer de voir comment ça va se passer en pratique, ou est-ce qu'on va juste mettre en place la loi? Bref. Qu'est-ce que tu pourrais conclure sur l'évolution des prochains mois? Qu'est-ce qu'on attend? Je dirais 3 choses. Premièrement, que la volonté d'aboutir d'Agnès Firmin-Lebaudot m'impressionne. Je l'ai encore écoutée sur son audition au Sénat le 6 juin. Elle est vraiment déterminée. Le seul espoir qu'on ait, c'est qu'il y ait un éventuel remaniement ministériel, mais bon, c'est pas gagné. Ensuite, deuxième chose, plus sérieusement, ils vont déposer un dossier. C'est le gouvernement qui dépose le projet de loi. Donc, il est très important pour nous de garder ce contact avec eux et d'aller dans la collaboration pour essayer vraiment de trouver un compromis qui puisse préserver autant que possible les soignants de cette loi qui va certainement arriver. Et troisième point, et tu l'as souligné, l'idée est d'aller quand même vers un cadrage pour limiter au maximum les éventuels dérapages, comme on l'a dit, sur les mineurs, sur les gens en situation dépressive, comme on a vu en Belgique, une jeune femme de 25 ans dépressive qui a eu accès à l'euthanasie, ou au Canada, cet homme qui n'avait pas de logement, ou en prison. Enfin bon, c'est vraiment de bien cadrer pour éviter au maximum les dérapages, parce que ça, c'est clair que c'est très important. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Alexis. C'est donc la fin de ce webinaire. Dans quelques jours, il sera disponible en ligne sur YouTube, la rediffusion, le replay. Sophie va nous faire un petit rappel du prochain webinaire en septembre, petite pause estivale, et d'autres se préparent pour la suite de l'année. Sophie? Donc voilà, le prochain webinaire aura lieu le mardi 19 septembre. Il sera donné par le professeur Jacques Robert, secrétaire général de la SFC, et ce sera sur l'intégrité scientifique en danger. Et il sera modéré par le président du comité d'éthique de l'INSERM qui avait fait le dernier webinaire. Donc voilà, vous recevrez une invitation. Alors, bonne soirée à tous. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Carole. Merci.